En moins de 30 ans, la quasi-totalité de l'Afrique est conquise par les grandes puissances. Pour autant, l'Afrique ne s'est pas laissée prendre sans opposer la moindre résistance. Bien au contraire, ici et là, des chefs de guerre se sont dressés contre le conquérant européen. Et peu importe la nature de ces résistances et leur efficacité face à l'armement très sophistiqué du colonisateur, elles occupent depuis lors une place de choix dans l'imaginaire africain. Toutes deviendront pour les futurs libérateurs du continent à la fois une source d'inspiration et un encouragement à l'action. Chacune des grandes puissances coloniales aura donc à lutter contre l'un de ces résistants de la première heure. Qu'en est-il par exemple du colonisateur français au Dahomey? Déjà présent sur la côte, il s'avance à l'intérieur des terres avec sa troupe de 2000 hommes dont un bon nombre de tirailleurs sénégalais. Sa progression se verra contrariée par le seul Béhanzin, roi d'Abomey. Le farouche fils de Glélé est en effet le seul à refuser de signer le traité que lui propose le conquérant français. Petit point sur le traité proposé par les Français. La colonisation se déroule toujours d'une façon assez similaire. Dans un premier temps, il y a donc une exploration pour découvrir de nouveaux territoires. Ensuite, le peuple colonisateur, donc là, par exemple, les Français, propose au peuple colonisé un traité, c'est-à-dire une sorte de contrat dans lequel le peuple colonisé accepte de céder ses territoires et leur utilisation aux Français en échange d'armes, d'aide militaire, par exemple. Et lorsque un peuple refuse de signer ce traité, il peut y avoir, et vous allez le voir là, c'est le cas donc au Dahomey, une intervention militaire afin de prendre les territoires par la force. Du temps de Glélé, quand il est mort, le fils Béhanzin qui lui a succédé a été encore plus intransigeant, parce qu'il était plus nationaliste, si on peut dire, que son père, presque plus nationaliste que son père, et il n'admettait pas qu'on puisse posséder en toute propriété une partie de son royaume. Le pays est inaliénable en tout partie. Il est vrai que le roi n'a peut-être pas mesuré la puissance de l'adversaire ou la mauvaise foi de l'adversaire, puisque en retenant prisonnier à Abomey des émissaires qui étaient partis négocier avec lui, il donnait des prétextes trop faciles à un adversaire qui était 10 fois, 20 fois plus armé que lui. Il y avait des armes, une puissance de feu, une organisation militaire auquel il ne pouvait pas résister. Les 20 000 soldats de Béhanzin sont vaincus. Et au terme de 2 années de résistance, le roi déchu du Dahomey est exilé avec toute sa famille. Il mourra à Alger en 1906. Béhanzin est retourné à Abomey dans son fief en 1928, sous le dynamisme de son fils Wanilo, qui a œuvré, qui a utilisé tous les moyens pour que le corps de son père revienne dans son terroir. Autre figure majeure de la résistance, mais cette fois-ci contre le colonisateur portugais, Gungunyana, le souverain de Gaza, dernier royaume bantou au sud du Mozambique. Ele era muito orgulhoso. Il était très fier d'être le roi de son peuple. O rei do seu povo. En prison, alors qu'il ne pouvait plus résister, il refusait tout de même d'obéir aux ordres qui lui étaient donnés. Par exemple, de s'asseoir à même le sol. Les Portugais l'ont humilié, ils lui ont craché dessus et l'ont forcé à s'asseoir par terre. Ce qu'il trouvait indigne pour un roi. Après 10 ans de captivité, Gungunyana meurt en exil aux Açores. On ne peut pas dire de lui qu'il fut un démocrate. En revanche, c'était un farouche défenseur de son empire et de son peuple. Il y a des leçons positives à en tirer. Dans certaines phases de l'histoire, il peut être nécessaire d'avoir ce genre de caractère
Un pays devient le symbole même de la résistance. L'Éthiopie du Négus et roi des rois, Ménélik II, à la tête d'une véritable armée africaine. Une armée unique en son genre, des fournisseurs étrangers, parmi lesquels le poète français Arthur Rimbaud, ayant contribué à la modernisation de son équipement. Fort de cela et de sa science du combat, Ménélik écrase les Italiens en 1896 dans la plaine d'Adoua, à l'extrême nord du pays. L'écho a été considérable non seulement en Afrique, mais en Europe, aux États-Unis, dans les Caraïbes, partout où il y avait les descendants d'Africains, des esclaves libérés, émancipés. Et à l'époque même de Ménélik, avant même cette bataille, il y avait déjà des Haïtiens, des Afro-Américains qui venaient en Éthiopie parce que c'est un pays qui est libre. Et donc, il y avait une petite fascination. La bataille d'Adoua, elle, a accéléré ce processus. L'Éthiopie, c'est le symbole de la vieille Afrique. C'est le symbole de l'Afrique mère. C'est le symbole de l'Afrique résistante. L'Éthiopie, c'est la communion entre les Africains du continent et les Africains de la diaspora. L'Éthiopie, c'est le pays qui a été présent à tous les moments où on a parlé d'Afrique unie. En Éthiopie, mais l'Éthiopie, c'est le seul pays africain qui n'a jamais été une colonie et qui a toujours témoigné pour l'Afrique. C'est une toute autre histoire qui s'écrit à l'extrême sud du continent. Les Afrikaners sont les premiers colons à s'être installés en Afrique du Sud dès le XVIIe siècle. D'origine hollandaise, ils sont aussi appelés Boers, qui signifie paysans. Par extension, le nom de Boer désigne également les immigrés allemands, scandinaves et français. Au XIXe siècle, après avoir combattu les Zoulous qui leur barraient le passage, les Afrikaners fondèrent la République du Transvaal et l'État libre d'Orange, tandis que les Britanniques, déjà installés au Cap, prenaient possession du Natal. La découverte de très importantes mines d'or au Transvaal relance l'interminable conflit qui oppose les Afrikaners et les Anglais. J'ai toujours dit que si l'on avait découvert des gâteaux au chocolat dans le Transvaal, le pays n'aurait pas été envahi en 1899. Et l'argument tient pour bon nombre de territoires qui ont été envahis à d'autres périodes, pour leur pétrole par exemple. La motivation est toujours la même. Pour combattre la guérilla Boer, il aura fallu que les Anglais mobilisent une véritable armée composée de soldats venus d'Égypte, d'Inde et de renforts locaux. Pour remporter la victoire, il aura fallu que les Britanniques ne reculent devant aucun moyen. Cette guerre a souvent été décrite comme une guerre de gentlemen. C'était tout sauf ça. C'était une guerre coloniale. Les Britanniques brûlaient les récoltes, ils détruisaient les maisons, ils enfermaient les civils dans des camps de concentration. Pas au sens des camps de concentration nazis du XXe siècle, mais c'était vraiment des endroits terrifiants, où le taux de mortalité était très élevé.